Chère Estelle Castres, mesdames et messieurs, chers membres, cher public, merci d'être là pour cette matinale. Euh, Estelle Castres, peut-être que les calendriers font bien le hasard. Nous n'avions pas décidé quand est-ce que nous allions. Nous ne savions pas quand nous vous avons invité, à quel moment vous viendriez. Et vous venez à un moment où, évidemment, le point de vue, la patronne de BlackRock à Paris est évidemment très précieux. Je ne vais pas élaborer plus. Je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir. Vous avez un parcours impressionnant parce que si on cherche un Monopoly des marchés financiers à Paris, je pense qu'on fait pas beaucoup mieux. SG, Amundi, Drexler, donc Commerzbank, AXA, Natixis, AFG, BlackRock. Donc vous avez une vue vraiment très insider de comment fonctionnent les marchés financiers et comment est-ce que on peut s'en servir pour mieux financer nos objectifs. Nous avons choisi ce matin un thème qui est peut-être inattendu, parce que quand on pense BlackRock, on pense investisseur, on pense capacité à faire bouger des marchés, à être leader sur des marchés dans tel ou tel comportement. Et au fond, on va rentrer dans ces sujets sous un angle un peu particulier, qui est celui du comportement de l'épargnant, dans une approche presque bottom-up, et qui culbute deux évidences dont ici à l'AEFR on discute beaucoup. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette épargne des Français, des Européens, qui finance souvent l'économie américaine? J'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, de discuter avec Enrico Letta et il parle d'une colonie américaine pour l'Europe du point de vue de la finance, du point de vue de l'épargne, puisque 300 milliards d'épargne européenne est investie aux États-Unis qui sert ensuite à racheter des entreprises en Europe. Donc, ce flux d'épargne, comment est-ce que vous êtes au cœur d'un dispositif? Comment est-ce que vous voyez une optimisation de l'utilisation de cette épargne? Et puis, un autre phénomène qui nous intéresse beaucoup et qu'on a vu identifier à la fois dans des études de l'OCDE et de l'AMF, de ce qu'on pourrait appeler, dans un français bien compris, la gamification, qui est à la fois un bon signal parce que ça conduit à mobiliser une nouvelle population dans l'acte de l'investissement et de l'épargne, mais en même temps, du point de vue d'un think tank comme l'AEFR, ça pose beaucoup de questions sur quelle protection, quelle orientation de l'épargne. Voilà, je vais pas être plus longue, m'excuser parce que je vous abandonnerai à 9 heures, mais vous dire que l'AEFR est très contente d'avoir BlackRock depuis l'origine parmi ses membres et de vous avoir ce matin pour nous dire votre point de vue. Parfait. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers membres, j'espère que vous m'entendez bien. Le micro marche, je pense. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je vais essayer de répondre à tous ces points et puis bien davantage. Et peut-être justement, juste pour planter les trois grands sujets sur lesquels je voulais me pencher dans un premier temps, et puis bien sûr, je crois que ça sera ouvert aux questions dans un second temps. Le premier point qui va répondre également à l'un de vos points concernant les investissements en Europe et en France, c'est d'abord déjà de vous parler de BlackRock en France. Donc moi, je suis directrice générale de BlackRock en France, Belgique, Luxembourg et Monaco, mais je vais me concentrer ce matin sur la France. Je pourrais bien évidemment répondre à toutes vos questions sur la région que l'on appelle nous Framulux dans un second temps. Donc je vais me concentrer déjà sur qui nous sommes en France, ensuite sur la stratégie de BlackRock au global, puisqu'en fait il n'y a pas de stratégie spécifique par pays, mais c'est vraiment une stratégie globale. Et dans une troisième partie que j'espère la plus importante, parce que c'est vraiment au cœur de la raison d'être même de BlackRock, c'est la démocratisation de l'épargne financière. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous faisons exactement pour accompagner notamment ces jeunes populations qui commencent à investir et les éduquer pour qu'ils soient au-delà de la gamification, pour reprendre vos termes. Alors peut-être déjà pour reprendre justement BlackRock en France. Donc BlackRock, nous sommes en fait, donc déjà la France est très important pour BlackRock. C'est une zone de croissance
c'est une zone de croissance et d'investissement. Nous sommes en France depuis 19 ans. L'année prochaine, on va fêter le 20e anniversaire. Je commence déjà à travailler sur les festivités de l'année prochaine. Nous sommes là depuis longtemps. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'on s'inscrit dans les pays dans lesquels nous opérons. C'est que par rapport à d'autres acteurs qui vont faire ce que j'appelle du stop and go, hein, je viens, je repars, je viens, je repars. Nous, on est là dans la continuité, dans tous les cycles économiques, tous les cycles politiques. Nous sommes en France depuis 19 ans. Et je parlais de croissance. En fait, on a, à bien des égards, la France est vraiment reconnue comme une terre importante pour BlackRock et une terre de croissance. D'abord et avant tout simplement nombre de personnes. Et c'est là aussi quelque part qu'on reconnaît chez BlackRock les talents français et les talents d'expertise en France. On a, au-delà de la représentation commerciale, donc on a un bureau qui est passé de un peu plus de 40 personnes en 2018 à 230 aujourd'hui. Donc depuis presque un mois, nous avons tous déménagé. Nous sommes sur un seul site au Centre Réal entre le Palais Brongniart et la place de l'Opéra. Sur ces 230 personnes, bien évidemment, ce ne sont pas que des représentations commerciales. Nous avons également ce que moi j'appelle 3 hubs, donc c'est des centres d'excellence en France, avec le premier qui est le centre d'excellence de la technologie, et ça notamment depuis l'acquisition de la FinTech Oufront en 2019. Et depuis, Paris est devenu vraiment un centre d'expertise très forte en termes de technologie. On pourra revenir dessus, mais par exemple, le papa d'Aladin Climat, donc qui est vraiment une verticale d'Aladin sur le climat, est basée officiellement à Paris. On a également développé des outils copilot sur les marchés privés au travers d'Aladin. Ça a été développé par le centre d'expertise à Paris. Donc vous voyez quand même vraiment un centre d'expertise très fort. Le deuxième centre d'expertise, c'est la durabilité, et on pourra également revenir sur ce point-là. On a un certain nombre d'experts, qu'ils soient des experts, je dirais, transverses sur la durabilité. On a notamment une MD qui nous vient de l'AMF et donc qui connaît bien aussi les règles et les réglementations. Mais on a également des experts qui vraiment vont travailler avec les gérants, vont développer des méthodologies de décarbonation. Je pense par exemple, on a un des experts qui a travaillé sur notre joint venture avec Temasek, le fonds singapourien, qui est basé à Paris, sur vraiment toutes les méthodologies avancées sur des entreprises sur lesquelles nous investissons en private equity et qui ont vraiment une technologie spécifique qui permet d'accélérer la décarbonation. Donc ça demandait vraiment un travail d'expert et spécifique dossier par dossier. Typiquement, l'expert est à Paris. Et le troisième centre d'expertise, c'est les marchés privés. Les marchés privés, c'est très important chez BlackRock et je vais y revenir. Et à Paris, nous sommes déjà dans la cible de ce que BlackRock souhaite au niveau mondial. Nous avons des experts et des investisseurs sur l'immobilier, la dette privée, l'infrastructure. Et en fait, on investit beaucoup en France. Et donc, ça m'amène ce troisième centre d'excellence. Également, et donc là, je vais répondre à l'un de vos points sur justement les acteurs américains qui prennent l'épargne des Européens et qui l'emmènent aux États-Unis. Nous, on fait l'inverse. Nous, en France, on gère pour le compte de clients français presque 60 milliards d'euros, mais on investit en France plus de 250 milliards. Donc, c'est-à-dire que nous sommes net importateurs d'investissement en France. C'est-à-dire que on a amené de nos différents fonds dans le monde des investisseurs mondiaux à investir en France. Et ça, c'est notamment au travers des marchés privés. Donc, je parlais tout à l'heure, on a des investisseurs en dette privée, en immobilier et en infrastructure. Je vais vous donner deux, trois exemples concrets. On pourra y revenir tout à l'heure dans la session de Q&A. On a par exemple investi dans plus d'une vingtaine de mid-cap françaises. Donc ça va des licornes, je pense par exemple à un Brevio qui était avant le Sending Blue, à du Canton Square ou des licornes de ce type-là, jusqu'à du mid-cap. On a également investi dans une société qui fait de la dette privée small cap,
y compris du venture. Il y a 2 ans, ça s'appelle Creos, REOS. Ils investissent également en France. On a même l'objectif de poursuivre, de développer encore davantage et peut-être même d'avoir un gérant basé à Paris dans quelques temps. Donc ça c'est vraiment un soutien directement, non pas à des large cap, mais du mid cap et du small cap. Sur les infrastructures, on investit en France depuis très longtemps. On investit notamment en énergie renouvelable. Donc ceux qui lisent un petit peu la presse, l'année dernière, j'avais été faire l'inauguration à Plévin, en plein centre des Côtes d'Armor, d'un champ solaire qui est vraiment assez emblématique de ce que l'on fait en France. On investit plusieurs milliards entre de la dette privée, des infrastructures, de l'immobilier en France. Le renouvelable, c'est vraiment un des axes que l'on aime beaucoup, mais on est également sur vraiment le monde d'après, ou je dirais le monde encore additionnel qui aide à la décarbonation. On a par exemple aussi investi dans des systèmes de recharge de batteries sur autoroute rapide, comme Ionity. Voilà, donc ça c'est vraiment l'ensemble je dirais des typologies de ce que l'on peut faire et de comment on investit en France. Donc net investisseur en France. Et si on regarde au niveau européen, c'est vraiment neutre, c'est-à-dire ce qu'on gère pour le compte de clients européens, on le réinvestit en Europe. Donc nous ne sommes pas du tout dans ce que vous décriviez tout à l'heure, où on prend l'épargne des Européens et on va l'investir aux États-Unis. Nous, on sert vraiment des clients dans le monde entier, et surtout, ce qui est très important, et là ça m'amène vraiment à la stratégie de BlackRock, c'est qu'on part toujours de nos clients. Notre force, c'est qu'on passe énormément de temps, non pas à vendre des produits aux clients, mais à les écouter et à anticiper leurs besoins demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. Et nous avons la chance que nos fondateurs, Larry Fink, Rob Capito, ont vraiment cette, je dirais, élasticité intellectuelle de continuellement se projeter dans l'avenir et dans un avenir lointain. Et donc l'entreprise, elle a été lancée il y a 36 ans, et je vais juste revenir un petit peu sur son histoire, parce que son histoire explique aussi où nous en sommes aujourd'hui et où nous allons demain dans l'évolution de l'entreprise, et ce qui nous a amené à être leader. Et en fait, toute la base même de BlackRock, c'est de répondre à la promesse client faite dès le départ. Il y a 36 ans, donc juste après le crack de 87, donc pour les anciens comme moi dans cette salle, on se souvient de 87. La réflexion de Larry Fink et de Rob Capito, c'était d'offrir une meilleure promesse aux clients. Et donc BlackRock a été constitué en 88 sur cette base-là, en se disant quoi? À l'époque, un bon portefeuille obligataire permettait d'offrir du 7,5% de rendement à ses clients. Et ça a été vraiment le démarrage de BlackRock. Mais pour suivre la façon dont ils voulaient suivre leur risque, vraiment ce couple rendement-risque, l'optimisation de cette promesse aux clients, mais avec un risque maîtrisé et connu, ils ont regardé les outils qui existaient dans la place, et à l'époque, il n'y avait rien. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on développe cet outil, nous, en interne. C'est ce qui est devenu Aladdin. Mais au départ, c'était vraiment un outil interne et purement interne. Et en fait, Aladdin, c'est un acronyme que je vais vous décrire tout de suite, mais en fait, le nom a été trouvé par un client, parce que quelques années après, des clients recevaient nos reportings et nous ont dit, vos reportings vont beaucoup plus loin que n'importe quel autre asset manager. Je voudrais comprendre d'où vient ce reporting, l'analyse des risques, cette capacité vraiment d'analyse très profonde avec tout un tas de métriques. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on a ouvert le moteur d'Aladdin. Et donc, Aladdin veut dire Asset Liability, Debt and Derivatives Investment Network. Donc, vous comprenez que c'est un client qui était très proche du monde assurantiel par ce biais-là. Donc, c'est vraiment un client qui l'a trouvé. Et donc, au départ, on ne vendait pas notre technologie puisqu'on l'avait développée pour nous. On s'est mis à vendre notre technologie depuis 20-25 ans parce que beaucoup de clients nous l'ont demandé. Aujourd'hui, ça représente un peu plus de 8% des revenus de BlackRock. On a pour objectif que la technologie représente à peu près 20% d'ici 2030. Donc, vous l'avez souligné, j'ai été trader, j'ai été gérante de portefeuille, et je peux vous dire que dans ma vie de trader et de gérante, j'ai passé ma vie à faire des rapprochements de données
entre les données front office, middle, back office, comptable. La beauté d'Aladin, donc créé il y a plus de 36 ans, c'est d'avoir vraiment tout de suite pris, le parti pris, c'était de mettre la donnée au centre. Donc quand vous pensez aujourd'hui intelligence artificielle, vous vous dites il y a 36 ans, les créateurs d'Aladin sont vraiment des gens qui ont pensé très loin. Pourquoi? Parce que cette donnée, elle est tellement centrale qu'en fait, on ne passe pas notre temps à faire du rapprochement de données puisque tout le monde va taper dans la même base. Et je vais vous donner un exemple concret également de la puissance de la technologie. Le week-end de l'événement Crédit Suisse. Donc, mon passé de gérante et de trader me dit le lundi matin, il faut absolument que j'aille très tôt travailler et que je demande à mon risk officer, appuie sur le bouton, que je regarde mes clients français ont-ils embarqué dans leur fonds des risques AT1 de Crédit Suisse. En moins de 3 minutes, j'avais non seulement la vision des positions sur les clients français, mais sur l'entièreté des 11,5 trilliards, donc 11 500 milliards d'encours de BlackRock. Et ça, c'est également une des explications qui font de nous aujourd'hui un leader, c'est que si vous regardez la progression de BlackRock à chaque crise, et Rob Capito dit j'ai traversé 11 crises et j'étais avec lui la semaine dernière à Zurich, on avait 2 grosses conférences de clients. Il a dit il faut vraiment lire les marchés au-dessus des bruits. Nous avons avec BlackRock passé 11 crises. On a chaque fois réussi à en sortir plus fort. Pourquoi? Parce qu'on avait une bonne maîtrise des risques, une bonne compréhension de ce qui se passait et un outil, vraiment une plateforme technologique qui nous permettait d'avoir ces chiffres. Et je peux vous dire que pour avoir travaillé chez pas mal d'asset managers, tout le monde va réussir à avoir la transparence de ces chiffres, mais pour certains, ça va prendre quelques heures, pour d'autres, potentiellement même quelques jours. Quand vous l'avez en 2 ou 3 minutes, vous avez réellement une valeur ajoutée très forte. Donc, je parlais tout à l'heure de cette promesse client qui, à l'époque, il y a 36 ans, en faisant un portefeuille purement obligataire, vous pouviez répondre à cet objectif. Les marchés de capitaux ont progressé sur les décennies suivantes, ce qui faisait que pour rester sur ce environ 7% de rendement, 7,5% de rendement, il fallait à un moment donné embarquer des actions cotées. Et donc, c'est l'explication de l'acquisition de MLIM au début des années 2000. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, de BGI en 2010, qui a également permis l'accélération sur l'indiciel et la partie ETF. Si on avance encore plus dans le temps, c'est-à-dire qu'on se place à aujourd'hui ou il y a 2-3 ans, pour rester dans ce 7% de promesse client, ou en tout cas s'en rapprocher, mais il faut également diversifier son portefeuille vers les marchés privés. Et donc ça, c'est aussi une vision forte que l'ensemble de ce que nous appelons des méga-forces, que sont les avancées, l'accélération technologique, y compris l'intelligence artificielle, la transition vers une économie bas carbone, la fragmentation du monde avec le re-onshoring ou reshoring des chaînes de valeur, la démographie mondiale et notamment le vieillissement des populations, ainsi que ce que nous appelons nous-mêmes le future of finance. Alors imaginez, aux États-Unis, vous avez 4000 banques, la Fed ainsi que la SEC ont un objectif de basculer vers 2000 banques. Donc c'est-à-dire énormément de banques qui vont soit fusionner, soit disparaître, et dont les bilans ont besoin d'être récupérés par d'autres. Nous, typiquement BlackRock aux États-Unis, on récupère des investissements de ces banques qui ne peuvent plus les tenir sur leur bilan ou qui ne le souhaitent plus, et on investit pour le compte de nos clients. Donc ça, ce sont les 5 méga-forces. Si vous regardez ces 5 méga-forces, les marchés privés répondent complètement à ces 5 thématiques. Et c'est plus que juste des thématiques, parce que pour nous, c'est vraiment pour les 10, 20, 30, 50 ans qui viennent, des forces de rappel très fortes. Et c'est ce qui explique l'annonce l'année dernière, en janvier, de l'acquisition de GIP, Global Infrastructure Partners. Pour nous, l'infrastructure, c'est vraiment une des classes d'actifs qui va permettre de toucher quasiment tous ces thèmes, toutes ces méga-forces, et qui est porteur, je dirais en plus dans un contexte où les États sont très endettés, ne peuvent plus forcément développer seuls ces infrastructures. Donc il y a des nouvelles infrastructures à développer, mais il y a également énormément de renouvellement.
quand vous regardez par exemple le parc électrique aux États-Unis, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, hein, donc les grids, sont de très mauvaise qualité. On dit qu'à l'heure actuelle, le système américain, le système électrique, il est opérationnel entre 40 et 60%. Donc vous voyez bien l'importance d'investir dans le renouvellement. Donc c'est pas seulement des nouvelles infrastructures. Donc ça, c'est vraiment notre première vision. Et l'allocation des investisseurs, y compris institutionnels, autant elle est importante en immobilier, en private equity, autant en infrastructure. Nous, notre vision, c'est qu'elle va encore croître très fortement. Et pour amener sur les objectifs de décarbonation, on dit qu'il faut à peu près 4 trilliards d'investissements par an. Or, à l'heure actuelle, on est aux alentours de 2 trilliards venant de 1 trilliard, 1 trilliard et demi il y a 2-3 ans. Donc, vous voyez qu'il y a un champ d'investissement et des besoins d'investissement absolument colossaux, sans parler bien évidemment de l'intelligence artificielle et de tout ce qui va avec, notamment les data centers, donc les data centers, mais également l'énergie qu'il faut pour les faire fonctionner. Donc ça, c'est typiquement l'acquisition que nous avons annoncée l'année dernière GIP, et l'addition de BlackRock et de GIP nous ont permis d'annoncer en novembre un fonds justement dédié, fonds d'infrastructure dédié à l'intelligence artificielle de 30 milliards en equity, qui sera suivi également d'investissements en dette de l'ordre d'à peu près 70 milliards, donc un fonds à terme qui fera une centaine de milliards apportés justement pour cette méga force intelligence artificielle. Quelques mois après, donc l'été dernier, on a annoncé et on vient de clôturer cet investissement il y a une semaine, l'investissement de Preqin. Donc Preqin, c'est la continuité d'Ifront. Donc on a fait l'acquisition de cette fintech française en 2019, Ifront, qui était ce que Aladdin était au marché liquide, actions, obligations, dérivés sur les marchés illiquides, donc marché privé, immobilier, dette privée, infrastructure, private equity, Ifront, vraiment leader mondial. Et si on regarde aujourd'hui les besoins non seulement des clients, mais au travers de l'intelligence artificielle, hein, vous avez le premier stack de l'intelligence artificielle, c'est vraiment la partie hardware, c'est les puces, c'est vraiment les data centers, c'est vraiment la partie en dur. Le deuxième stack, c'est notamment le cloud, mais c'est aussi de la donnée. Et pour ceux qui utilisent, alors moi je prompte tous les jours et je fais du DeepSeek, du ChatGPT, du Copilot, je les teste tous. Je peux vous dire que l'intelligence artificielle a besoin de se nourrir de données de très haute qualité pour éviter justement les hallucinations et puis les inventions complètes où un ChatGPT vous trouve des trucs complètement des fois improbables. Et la donnée sur les marchés privés, elle est particulièrement complexe à obtenir. Preqin, cette acquisition, elle répond exactement à ça. C'est que Preqin a une vision et une transparence de données sur les marchés privés qui est extrêmement profonde. Et la vision court terme, c'est ça. La vision long terme, et donc là, ça touchera quasiment à ma troisième partie, c'est qu'à partir du moment où vous avez les données sur les marchés privés, vous pouvez constituer des indices. Si vous constituez des indices, un jour, vous pourrez faire des ETF dessus. Donc ça, c'est fast forward dans 5 ans ou plus, ce vers quoi nous allons. Je finis les acquisitions, donc toujours pour rester dans ce 7%, 7% et demi de promesses clients. Nous avons également annoncé il y a quelques mois, et donc on est en train de finir, et je pense que ça va se faire aux alentours de mai-juin, l'acquisition de HPS. Et donc HPS, c'est un leader mondial de la dette privée. Et là encore, c'est des allocations qui sont certes plus importantes que des infrastructures, mais qui sont encore en très très forte hausse, non seulement auprès des clients institutionnels, mais également de plus en plus auprès de clients particuliers, alors en commençant par le wealth, hein, par les grandes fortunes. Et donc, une fois que ces acquisitions seront complètement terminées, à la fin de cette année, sur nos presque 12 trilliards de dollars, on aura un peu plus de 600 milliards sur les marchés privés entre de l'immobilier, du private equity, de l'infrastructure et de la dette privée.
ça, c'est ce qui explique aujourd'hui où nous en sommes et comment nous réfléchissons. Donc vraiment, au centre, c'est toujours nos clients, leurs besoins d'aujourd'hui, mais également la réflexion de leurs besoins de demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Comment le monde va évoluer, mais comment les besoins de nos clients évoluent. Et on passe énormément de temps à comprendre, segment de client par segment de client, comment les choses évoluent. Et ça, c'est absolument central pour s'adapter. Et je peux vous dire que beaucoup d'entreprises ont tendance à parler d'agilité. Moi, ça fait 33 ans que je travaille sur les marchés financiers. C'est un terme que j'entends très très souvent. BlackRock est vraiment une entreprise qui est pas leader par pur hasard. Donc, je parlais de la technologie tout à l'heure, mais cette capacité de repenser continuellement toute l'organisation, d'être capable de casser l'organisation pour recommencer, c'est vraiment comme ça que l'entreprise fonctionne. Et d'une agilité absolument remarquable. Enfin, moi, je suis continuellement épatée par cette capacité à le dire, mais surtout le faire. Et ça, c'est, je pense vraiment un des traits particuliers de BlackRock. Je n'ai pas parlé d'innovation. Je vais parler quand même, avant de finir sur la partie stratégique de BlackRock, d'innovation, et ça va faire aussi le trait avec la démocratisation de l'épargne. Pour être pionnier, pour être leader, il faut aussi, donc, dans cette anticipation des besoins des clients, innover continuellement. Alors, il y a par exemple 20 ans, on avait lancé le premier ETF sur l'or pour donner justement accès à des classes d'actifs quand même complexes comme l'or. Il y a 2 ans, on a également innové. Moi, je suis une ancienne gérante obligataire. Je peux vous dire que dès que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à investir de l'argent. C'était très, très compliqué, il y a 30 ans, d'investir à titre personnel sur le marché obligataire. Aujourd'hui, au travers des ETF, c'est extrêmement simple. Et il y a 2 ans, on a innové en lançant un ETF de fonds datés. Donc, vous achetez par exemple l'ETF e-bonds 2026. En décembre 2026, vous êtes remboursé et entre-temps, vous aurez touché vos coupons. Et on a toute une gamme comme ça jusqu'à 2034, ce qui fait que, par exemple, moi, j'ai prévu toute ma trésorerie de mes besoins jusqu'en 2030 et j'ai étalé ça en continu. C'est simple, puisque les ETF, c'est transparent, c'est extrêmement simple, le parcours est extrêmement simple. Les montants nominaux sont très faibles, ça peut commencer à 5 euros. Et vous avez une totale transparence. Et alors là, c'est aussi encore l'ancien trader ou gérante, c'est que les ETF améliorent ce qu'on appelle le bid-ask, c'est-à-dire vous traitez vos ETF quasiment pas au mid-market, mais presque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des flux acheteurs-vendeurs en continu. Et avant même que ça traite sur le sous-jacent, vous avez justement confrontation de ces acheteurs et de ces vendeurs. Et je vous donne juste une métrique, parce que, enfin, j'espère que ça vous parle, mais en tout cas, moi, ça me parle. Le marché du high yield, enfin, du haut rendement, c'est vraiment un des marchés les moins liquides dans le marché obligataire. En décembre 23, notre ETF high yield iBox a, pendant 20 jours, donc en plus, je prends vraiment un exemple décembre où les marchés obligataires, on dit en général qu'à partir du 10 décembre, les marchés sont quasiment fermés. Pendant 20 jours, cet ETF a traité à 0,01 entre les acheteurs et les vendeurs, alors que le sous-jacent traitait à 0,36. Donc, vous voyez également Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Donc, c'est 1 bips contre 36 bips. Voilà, c'est exactement ça. Donc, vous voyez que vraiment les ETF, c'est un outil absolument incroyable, extrêmement liquide. Je vous rappelle, mars, avril 2020, en plein Covid, les ETF permettaient de découvrir les prix. Les banques centrales traitaient des ETF. La Fed utilisait par exemple notre ETF de Treasuries pour traiter. C'est encore le cas. On a dans le monde 25 banques centrales qui utilisent nos ETF. Donc ça m'amène au travers de l'innovation et on continue continuellement. Donc l'année dernière, on a lancé
des ETF en gestion active. Et vous voyez ce que je décrivais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on pourra peut-être imaginer des ETF qui mélangeront actifs liquides et illiquides pour donner cet accès encore davantage à nos clients. Et je veux vraiment finir avant qu'on ouvre aux questions sur la démocratisation de l'épargne. C'est vraiment, vous comprenez que à la fois dans notre promesse de donner de la performance à nos clients, notre vraie raison d'être, c'est la démocratisation de l'épargne financière. C'est d'améliorer l'avenir financier. Et en fait, si je reprends vraiment les termes de Larry Fink et de sa lettre de l'année dernière, c'est un acte d'optimisme. Pourquoi? Parce que ça veut dire, je place mon argent aujourd'hui parce que j'espère que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, j'aurai un meilleur rendement que si je le consommais directement aujourd'hui. Donc c'est vraiment un acte d'optimisme. Et dans la démocratisation de l'épargne, alors nous on mesure, on fait tout un tas d'enquêtes dans le monde, en Europe, on fait des enquêtes avec YouGov, avec People and Money. On en a fait en France l'année dernière, il y en a plusieurs, vous pouvez trouver sur notre site internet, mais juste quelques chiffres pour vous montrer que par exemple en France, il y a encore je dirais une capacité à augmenter la taille du marché, parce que finalement la France est un grand marché de l'épargne, mais pas forcément de l'épargne financière. Et en fait, si on fait une comparaison par rapport à notamment l'Allemagne ou les pays nordiques, en France, on a à peu près 15 millions d'investisseurs financiers, ce qui représente, si on regarde la population adulte, 28% contre 38% en Allemagne ou 58% en Suède. Donc, vous voyez vraiment la progression que l'on peut encore voir en France. Il y a des messages quand même très positifs et très optimistes dans notre dernière enquête qu'on a publiée l'année dernière, donc en septembre, vous la trouverez sur notre site internet, People and Money. On a une accélération du nombre d'investisseurs financiers et notamment, pour faire écho à ce que la présidente soulignait tout à l'heure, de jeunes et de femmes. Donc, je suis particulièrement sensible au fait de voir des femmes également commencer leur parcours d'investissement. Mais les jeunes, c'est remarquable parce que ce n'est pas que du gaming. Quand on leur pose la question de dans quoi ils investissent, alors oui, ils vont investir dans les cryptos. Et moi-même, quand on a beaucoup de jeunes chez BlackRock, je passe beaucoup de temps à poser des questions à la nouvelle génération. Ils ont très souvent des cryptos avant même d'avoir autre chose, mais c'est pas parce qu'ils font des cryptos qu'ils ne font rien d'autre à côté. Et c'est, je pense, quand même dans la démocratisation de l'épargne et dans notre rôle, je dirais, dans l'industrie financière, pas seulement BlackRock, mais l'ensemble des asset managers, l'AFG, l'AMF, la Banque de France, etc. Donc tous les acteurs de cette industrie, de faire de l'éducation financière. Et on passe énormément de temps, nous, à faire de l'éducation financière pour expliquer déjà ne serait-ce que les biais de comportement. Écouter les uns les autres, c'est pas forcément la meilleure méthode pour investir. Il y a tout un tas de biais. Il y a le biais boutonnier, il y a le biais de comportement où les gens vont, dès qu'il y a une crise, vont se dire oh là, il faut que je rétropédale, je vais vendre, et c'est forcément en général le pire moment pour vendre. Donc voilà, donc on travaille beaucoup également dans l'éducation financière, vraiment sur ces biais de comportement et sur à la fois, je dirais de façon classique, les instruments, mais au-delà des instruments, et ça c'est vraiment pour nous un message fort, c'est qu'aujourd'hui, et on travaille beaucoup auprès de banquiers privés, d'assureurs, de banques ou d'acteurs digitaux, sur, je dirais également, une évolution du comportement d'investissement qui n'est plus de parler de regarder l'action L'Oréal, Hermès ou je ne sais pas quoi, mais quels sont vos besoins de vie, quels sont vos objectifs de vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le goal-based investing, c'est-à-dire on repart vraiment de vos objectifs de vie. Est-ce que vous investissez pour les études de vos enfants? Moi, j'en ai 3, j'ai déjà 2 étudiants, c'est trop tard. Heureusement que je l'ai fait avant. Est-ce que vous investissez pour les études de vos enfants? Est-ce que c'est pour un complément arrivé à la retraite? Est-ce que c'est pour acheter votre résidence principale, secondaire, vos voitures et autres? Et c'est vraiment en repartant des objectifs de vie que l'on va pouvoir positionner les meilleurs investissements. Parce que finalement, si je reprends l'exemple des femmes,
très souvent quand on pose une question à une femme en mode « Êtes-vous prêt à prendre du risque ?» pour faire sa qualification en termes de profil. Elle va vous dire « Non, je ne veux pas prendre de risque, je ne veux pas perdre 20% de mon capital. » Et on va la mettre dans le profil balance, qui est quelque part potentiellement le pire du pire pour une femme, parce que déjà vous avez les différentiels de compensation, donc le pay gap, vous avez des carrières un peu hachées, et à la fin, à la retraite, ça fait un différentiel avec en plus des investissements qui auront été très peu risqués, mais qui du coup auront donné très peu de rentabilité, des différentiels par rapport à des hommes de l'ordre de 30 à 40%. Donc ça, c'est même une bataille personnelle, parce que c'est le pire du pire dans justement ce cheminement vers l'investissement financier. Et c'est vers ça aussi que nous voulons tendre et que nous travaillons main dans la main avec de nombreux acteurs. Hier, j'étais encore en train de faire une vidéo avec un acteur digital qui sort vendredi pour faire justement cette éducation financière. Trouver également les mots pour parler à des jeunes ou à des femmes, qui est un peu différent de l'ensemble des investisseurs. Et c'est vraiment les amener vers à la fois une compréhension qu'il faut passer à l'acte de l'investissement financier et que ça ne nécessite pas forcément une grosse fortune. Donc l'année dernière, on avait fait une étude avec YouGov où les Français nous avaient dit il faut au moins avoir 8 300 € pour commencer à investir. Pourquoi ce montant? Non, on peut commencer avec 5 €. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, quand on regarde les nouveaux investisseurs, c'est des jeunes de 18 à 24 ans. Donc il faut casser tous ces codes-là. Il faut vraiment repenser la façon dont on aborde l'investissement et cette démocratisation de l'investissement. Et bien évidemment, les ETF, c'est l'outil simple, abordable, et même en termes de montant nominal, je parlais tout à l'heure de 5 €, je m'étais amusée à un moment donné sur nos 380 ETF de regarder combien sont avec des nominaux aux alentours de 5 €. Il y en a suffisamment pour faire des portefeuilles assez diversifiés. Et je finirai peut-être sur encore une note d'espoir, donc dans cette étude People and Money, mais qui est également quelque part reprise par l'étude de l'AMF, des intentions d'investissement de l'ordre de 1,2 million de Français pour les 12 prochains mois. Donc on voit bien, vraiment on arrive sur une accélération très très forte d'investissement. Moi, depuis 2 ans, je n'ai pas une seule discussion avec des clients où on ne parle pas ETF. Pourquoi? Parce que l'ETF, c'est justement la première partie pour commencer son parcours d'investissement financier. Parce que c'est simple. Et après, on peut utiliser ces clients-là. Déjà, le versement programmé, donc être sur des investissements diversifiés, investir régulièrement pour lisser ses points d'entrée, tout ça, c'est vraiment des messages que l'on apporte à nos partenaires et je dirais à l'ensemble de l'industrie. Et un bon exemple de ça, par exemple, c'est ce qu'on a fait avec Boursorama sur le PER le moins cher de la place, qui s'appelle Matelas, à moins de 1% de frais. Donc ça, c'est encore, je dirais, l'innovation et un exemple PER, Matelas. Okay. Un PER, plan épargne retraite. Investir en réfléchissant à ses objectifs de vie. C'est ça qui est très important. Parce que justement, si on se projette et qu'on peut dire, voilà, j'ai pour objectif d'acheter une maison, un appartement dans 5 ans, 10 ans, etc. À partir de l'horizon de temps des gens et de leurs objectifs de vie, et on va même arriver à un moment donné, c'est déjà le cas aux États-Unis, mais de parler typiquement de combien vous avez besoin le jour de votre retraite en complément pour vivre. Est-ce que c'est 100 000 €, 200 000 €, 300 000 €? Et on fera un rétropédalage de il vous faut placer combien d'argent toute votre vie pour arriver à cet objectif-là. Aujourd'hui, voilà, j'étais à New York il y a 2 semaines et je vais vous raconter cette anecdote parce que je pense que dans l'éducation financière, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Vous allez en Allemagne aujourd'hui, même à l'aéroport, vous trouvez des magazines sur les ETF et comment investir. Aux États-Unis, je prends mon taxi de JFK jusqu'à Manhattan. Dans le taxi, vous avez la petite télé et vous avez des petites animations qui vous disent
Si vous commencez à placer $100 à 20 ans, ou à 30 ans, ou etc., voilà ce que vous aurez quand vous arrivez à la retraite. C'est ça l'éducation financière. C'est plus juste des asset managers, la Banque de France, l'AMF et d'autres acteurs qui parlent aux particuliers. C'est même dans la vie de tous les jours, on vous en parle. Et c'est ça l'éducation financière au bout du bout, c'est de vraiment pouvoir dire que absolument tout le monde s'empare de ce sujet, parce que plus on va placer de l'argent, plus on va financiariser l'économie, plus on sera prêt également pour financer des grands projets d'infrastructures et nos entreprises. J'ai bien répondu à vos questions. Merci pour votre présentation, c'est très intéressant. J'avais une question pour rebondir sur les questions de Michel sur l'exercice du droit de vote en Assemblée générale par BlackRock. Vous êtes très significatif dans plein d'entreprises cotées de Parlement, y compris en France, dans le CAC 40. Quelle est aujourd'hui une pratique à l'égard de cet exercice du droit de vote? Quelle est votre philosophie? Et peut-être une sous-question, il y a quelques années, vous aviez annoncé que vous expérimenteriez le fait que des investisseurs d'une gestion passive sous-jacente pourraient, sur option, exercer le droit de vote dans un ETF. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça donne? Très bien. Alors, je vais commencer par votre dernière question. C'est déjà le cas aux États-Unis. C'est plus compliqué à mettre en place en Europe. On est sur une phase test en Angleterre. Aux États-Unis, on a un certain nombre d'investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, qui votent au travers de BlackRock en leur nom en assemblée générale. Alors, y compris en gestion passive, dans les deux cas. Alors, en termes de ce qu'on appelle stewardship, engagement et vote. En fait, aujourd'hui, je vais expliquer ce qu'on faisait avant, parce qu'aujourd'hui, avec le gouvernement Trump, les choses sont en train d'évoluer. Et elles sont en train d'évoluer très très vite. On avait, en fait, nous, deux moyens d'engager avec les entreprises. Une, lorsque l'on était investisseur indiciel, passif, où l'engagement pour nous est important, parce que c'est quelque part un autre moyen de dire aux entreprises ce qu'on pense. On est très transparent sur ce qu'on fait. C'est-à-dire, si vous allez sur notre site internet, vous voyez absolument l'ensemble des entreprises avec qui on engage. Vous voyez combien de fois on les a vues sur les 12, 24, 36 mois, et on a 5 grands thèmes de prédilection que l'on annonce tous les ans au début d'année. Et vous voyez sur notre site internet combien de fois on a vu, par exemple, telle entreprise sur, si je prends le quatrième objectif, les sujets climat, capital naturel. Donc vous pouvez voir, par exemple, que telle entreprise, on l'aura vu 3 fois sur les 24 derniers mois pour ce sujet-là précisément. Ça, c'est la partie engagement lorsque l'on est investisseur indiciel. Ensuite, les gérants actifs fondamentaux. Parce qu'en fait, je rappelle juste que sur nos 11,5 trilliards, donc 11 500 milliards, on a à peu près 2 tiers sur la gestion indicielle et ETF, et 1 tiers sur la gestion active. Alors bientôt, on pourra plus dire ça, puisque comme on a lancé des ETF actifs, les choses seront plus compliquées, mais aujourd'hui, on peut dire que quand même l'essentiel de nos encours ETF sont encore en ETF indiciel. À un moment donné, je ne pourrais plus le couper aussi simplement que ça. Aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, il y a le monde, ce qu'on faisait il y a encore 6 mois, et puis il y a le monde de maintenant. Le gouvernement Trump est en train de faire évoluer la façon dont on peut engager et voter quand on est un gérant indiciel, et surtout lorsque l'on a des parts importantes dans ces entreprises. Et là, ce que le gouvernement Biden avait mis en place, avec notamment des résolutions, etc., il y a maintenant vraiment donc vous ne pouvez plus amener un certain nombre de résolutions en AG aux États-Unis si l'impact que ça a en termes je dirais de business model sur l'entreprise n'a pas au moins une incidence de 5%.
Parce qu'en fait, on a eu une explosion de résolutions sur les dernières années qui, selon nous, ne faisaient pas vraiment beaucoup de sens pour les entreprises en question, et qui, du coup, noyaient beaucoup les échanges et les discussions en AG. Donc là, on revient en arrière par rapport à ça. Et ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir avoir cette vision. Donc ça, c'est donc sur les 5 thèmes que nous on regarde vraiment sur les engagements. On regarde la résilience des business models des entreprises. On regarde la façon dont les conseils, donc les boards, sont compensés, dont les directions sont compensées par rapport à ces objectifs de résilience. Voilà, ça c'est vraiment ces axes-là sur lesquels on va être particulièrement regardant. Je parlais tout à l'heure, le 4e axe, c'est vraiment ces sujets de climat et d'impact sur le capital naturel. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi on engage. Et le 5e, c'est l'impact de l'entreprise sur ses employés, mais également sur les populations. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble, je dirais, des axes à la fois sur lesquels on engage, mais sur lesquels on peut être amené à voter. Et un des axes forts sur lesquels on peut voter contre, c'est très souvent sur l'indépendance des membres des boards et sur les modalités de compensation. Et ça, c'est vraiment aussi un outil important. Un mot sur la finance durable. On constate aux États-Unis un retrait de cette préoccupation dans l'agenda politique, en tout cas, ou même une forme de militantisme au plus haut niveau pour s'écarter de cette exigence. En Europe, une forme de temporisation aujourd'hui. Comment est-ce que vous intégrez ces deux dimensions tout en les laissant en cohérence avec vos convictions? Alors, de toute façon, donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Nous, on part toujours du choix du client. Ça, c'est vraiment la base. C'est on part vraiment du choix du client. Les 11 500 milliards dont je parlais, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de nos clients. Donc, on part toujours de ça. Je vais revenir sur les États-Unis parce que c'est un choix politique aujourd'hui. Nous, quand on fait des enquêtes auprès de nos grands clients institutionnels, donc on a fait il y a 1 an une enquête sur nos plus grands, donc les 200 plus grands institutionnels dans le monde, ce qu'ils nous disent à quasiment 60%, c'est qu'ils veulent accélérer sur les sujets de transition, et particulièrement aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à 70%, nos fonds de pension américains nous disent qu'ils veulent accélérer sur la transition. Donc il n'y a pas d'arrêt de ce côté-là. L'enquête, elle a été faite quand? Il y a 1 an. Ouais. Mais sur le terrain, je peux vous dire qu'on continue, nous, à voir... C'est une enquête qui a été faite mondialement. Oui. Avec un volet ou un sous-volet sur la transition. En fait, on regardait les géographies. C'est-à-dire que l'Europe, les résultats, c'était aux alentours de 50%. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les fonds de pension européens ont déjà beaucoup investi dans la transition, donc n'étaient pas en train d'accélérer puisqu'ils sont déjà très avancés. Aux États-Unis, ils sont peut-être un petit peu en retard, mais il y avait vraiment un souhait d'accélérer. Donc pour ça, je dis juste que déjà, c'est quand même plus politique que réalisé au niveau des fonds de pension. Et puis il y a quand même une réalité économique. C'est pour ça que le politique est important, parce que si vous regardez par exemple le Texas, qui est quand même très vocal, aujourd'hui en termes d'infrastructures renouvelables, c'est le premier État aujourd'hui aux États-Unis. Le Texas, c'est là où il y a le plus d'infrastructures renouvelables aujourd'hui. Donc on a quand même des politiques qui ne vont pas voir sur le terrain ce qui se passe chez eux. Comment nous on aborde ce sujet-là? Donc tout simplement déjà, le premier objectif, c'est d'offrir le choix. En Europe, l'essentiel de nos clients institutionnels ont tous des objectifs de décarbonation, et au niveau mondial, 70% de nos clients institutionnels ont des objectifs de décarbonation et de transition. Donc ça, c'est pour nous quand même un axe très important. Je parlais tout à l'heure de notre plateforme, 800 personnes sur les sujets de durabilité de transition. C'est un sujet très important pour nous.
On a d'ailleurs atteint 1 trilliard, donc 1000 milliards de gestion durabilité, donc ESG transition en fin de 2024. C'est très très important pour nous. Maintenant, on se doit, du fait, je dirais, des mouvements politiques, d'offrir le choix. Donc, un client qui ne veut absolument pas investir avec des objectifs climatiques, on doit pouvoir lui offrir les produits qui répondent à ça. Néanmoins, nous n'avons pas changé notre vue. Donc, depuis 2020, on dit le risque climatique est un risque financier. Donc, nous qui sommes fiduciaires de nos clients, on doit l'intégrer. Ça fait partie de nos hypothèses de rendement futur. On intègre les risques climatiques dans ces hypothèses-là pour toutes les classes d'actifs, tous les horizons de temps. Donc je disais, on a investi dans beaucoup de recherches. Et par rapport à beaucoup d'acteurs qui vont travailler sur des projections en se disant en 2050 il faut arriver à cet objectif-là et on fait un rétropédalage à aujourd'hui où on en est. Nous, on a dans notre recherche avec le BII, donc le BlackRock Investment Institute, pris le chemin inverse qui est de regarder à aujourd'hui. Donc c'est vraiment du circulaire, hein, c'est de l'itératif en continu. On regarde tous les secteurs, toutes les géographies, et on regarde vraiment les secteurs qui sont à aujourd'hui bien alignés avec le projeté de décarbonation par rapport à ceux qui sont en retard. Et on a vraiment deux vitesses. À la fois certains pays très avancés, et typiquement pourquoi on investit beaucoup en France, parce qu'on a des très belles entreprises qui sont effectivement bien avancées dans l'agenda de la décarbonation. Je parlais tout à l'heure que ce soit sur des mid-cap en dette privée, sur nos projets d'infrastructure, sur du private equity. On a de très très belles entreprises en France et pas que des large cap. Donc ça c'est vraiment un point clé. Aujourd'hui en Europe, il faut quand même dissocier deux choses sur le sujet de la soutenabilité, de la durabilité. C'est le monde institutionnel et le monde du wealth. Nous tous, acteurs financiers, on doit réfléchir et simplifier le discours. C'est-à-dire que les éditions du label ISR en France, label Fait-Belfin en Belgique, SFDR, etc., ont complexifié finalement le discours vis-à-vis des clients particuliers et n'ont pas laissé la place à la vraie transition. Enfin, je regarde le modèle anglais SDR qui laisse quand même la place à la transition. C'est-à-dire qu'on est vraiment tout de suite parti sur les meilleures entreprises qui ont déjà fait leur cheminement par rapport à comment je fais pour amener des entreprises qui sont aujourd'hui dans le brun très foncé pour les amener à du vert clair et puis à un moment donné à du vert plus foncé. Et quelque part, si on réfléchit même dans un devoir fiduciaire donner de la performance à nos clients et de la performance durable, soutenable dans le temps, on peut même se dire que finalement la meilleure valeur, elle est d'aller chercher des boîtes qui aujourd'hui sont encore très carbonées, mais qui souhaitent faire ce cheminement et de les amener en leur amenant du financement pour les amener vers du vert clair et du vert foncé. Et qui la réglementation au Royaume-Uni permet beaucoup plus ça que les réglementations plus rigides. Oui. Mais bon, SFDR est en train de revoir sa copie à l'heure actuelle. Donc ça, nous, on doit tous ensemble réfléchir à des modalités de simplification, notamment vis-à-vis d'un narratif pour des clients particuliers en bout de chaîne. Et la réglementation avec les SFDR, vous dites notamment ce type de réflexion. Il doit y avoir des évolutions. Vous les anticipez pour intégrer. Alors là, je tourne vers mon spécialiste. Ça va prendre du temps. D'accord. Alors, je vois qu'il y a une question au fond. Comment dans le portefeuille, vous gériez la potentielle contradiction d'avoir à la fois beaucoup de valeur dans la tech, vous avez parlé des data centers, dans l'informatique, et votre objectif d'ailleurs, c'est de 8 à 20% de vos profits sur la partie tech, et l'environnement dont on vient de parler, dans un contexte où vous avez parlé beaucoup de financement des retraites, du long terme, du très long terme.
comment on arrive à concilier aujourd'hui le développement de tech qui consomme de plus en plus, même si elle est de plus en plus green, et en même temps les enjeux environnementaux au-delà de la politique, au-delà du réglementaire. Alors, je vais peut-être d'abord juste reprendre parce que quand je parlais 8% sur la tech, c'est notre tech que nous vendons. Hein. Donc, c'est notre outil Aladdin. Aujourd'hui, la vente même de Aladdin à nos clients et nos partenaires, ça représente 8% de nos revenus. Et notre objectif, c'est de passer à 20% à 2030. Donc, je le dissocie juste du fait que on est aussi un gros investisseur, y compris en France, sur le secteur de la technologie, mais pas que. On aime par exemple beaucoup aussi la santé. Alors, dans la technologie, en fait, il y a plusieurs angles. Et je vais vraiment prendre des illustrations en France pour vous montrer également comment un asset manager tel que nous permet aussi d'aider à faire avancer l'agenda de la durabilité. Donc, par exemple, sur la dette privée, où nous sommes un financeur qui est important en France de mid-cap, on accompagne ces mid-cap. Donc, il y a aujourd'hui des outils qui s'appellent les ratchets qui permettent de dire telle entreprise, quand elle atteint ses quotas ou certains KPI en durabilité et décarbonation, on va réduire le taux de sa dette, de par exemple 20 points de base, 30 points de base ou 40 points de base. Mais quand vous dites ça à des entreprises de taille moyenne, qui n'ont pas la sophistication et surtout les capacités, les ressources humaines que des large caps peuvent avoir. Quand on parle à un Kering ou un L'Oréal ou un LVMH, c'est 40-50 personnes dans leur équipe sustainability qui travaillent sur les rapports par an. Donc vous imaginez bien qu'une mid-cap, elle a même pas une personne dédiée à ça. Nous, notre travail, c'est aussi là un travail d'éducation, c'est qu'on les prend par la main, on les éduque, on leur fait comprendre que c'est un cheminement avec des étapes, et on engage également avec un certain nombre de think tanks, d'associations, de groupes de travaux au niveau européen pour montrer qu'est-ce qui fait du sens et surtout qu'est-ce qui ne fait pas de sens pour des mid-cap. Parce que ce qui va faire du sens sur des large cap n'est pas forcément transposable pour des mid-cap. Et ça, c'est vraiment cette espèce de, je dirais, élastique entre ce que parfois les réglementations aimeraient mettre en place pour l'ensemble des entreprises européennes, qui est réellement réaliste et faisable. Nous, on sert aussi de conduit dans cette meilleure compréhension. Et c'est ça qui fait le lien. Et comme on est un gros investisseur dans des secteurs comme la santé, la tech ou la health tech, ça fait le lien direct avec votre question. C'est comme ça aussi qu'on amène plus de durabilité, une sensibilité plus forte au sujet de transition vers une économie bas carbone, y compris sur des mid-cap, voire des small-cap. Ah, c'est encore plus compliqué, parce que là, vraiment, c'est des boîtes qui sont en pleine croissance et début de vie, mais il y a quand même au moins à les sensibiliser sur le cheminement sur un programme 5 ans, 10 ans, etc., d'amélioration et de croissance. Encore une fois, on revient sur l'éducation. Je voudrais, pour les 5 minutes qui restent, je voudrais vous poser un petit défi de traiter en vraiment 5 minutes. Trois points qui sont le financement de la défense. Est-ce que c'est une thématique d'investissement ou est-ce que vous allez la construire comme ça, au moins en Europe? La dérégulation, quand même, aux États-Unis, et qu'en faire, vu d'Europe. Et puis le troisième point, c'est celui des crypto-monnaies. Est-ce que des crypto-actifs, je devrais dire. Est-ce que c'est une thématique d'investissement que vous promouvez? Quel est le degré de prudence que vous y mettez? Quel est votre rôle dans cette forme d'investissement qui a un volet aussi éducation financière nécessaire? Tout à fait. Alors, je vais peut-être commencer par celle-ci et puis je finirai par votre deuxième question. Je vais faire 3, 1, 2, si ça vous va. Les crypto-monnaies. Alors, je le disais tout à l'heure, quand moi je pose la question aux petits jeunes qui bossent chez BlackRock, je leur dis dans quoi vous investissez. Ils sont quasiment presque tous investis sur des crypto-monnaies. À l'inverse, plus on est vieux, et je me mets dedans, et moins on l'est. Nous, on a changé de conviction sur les crypto-monnaies. Larry Fink était vraiment très très contre il y a 7 ans. Et en fait, pourquoi on a évolué?
c'est que les crypto-monnaies en tant que classe d'actifs ont également vraiment évolué vers un stade de maturité en termes de classe d'actifs. Il y a encore des questions, on n'a pas encore toutes les réponses totalement, mais aujourd'hui on peut se dire que les crypto-monnaies sont devenues une vraie classe d'actifs, très décorrélée des autres. Et là encore, entre un Ethereum et un Bitcoin, il y a vraiment un séquentiel à faire. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'acteurs, alors aux États-Unis, y compris des clients institutionnels, ont commencé à avoir des allocations en crypto-assets et notamment en Bitcoin, des banques centrales également. Je reviens sur mes deux conférences de la semaine dernière, les family office, très gros consommateurs aujourd'hui de crypto-assets. Dans le wealth européen, ce qui est intéressant de voir, c'est que le wealth aux États-Unis s'est complètement emparé des cryptos. Le wealth européen voit que leurs clients leur demandent, n'ont pas encore forcément aujourd'hui les outils pour y accéder, mais la demande, clairement, elle est là. Encore une fois, je reviens sur notre People and Money. Au Portugal, c'est quasiment un Portugais sur deux qui investit sur des bitcoins et des cryptos-assets. Dans vos clients? Non. Sur Portugal, c'est un adulte sur deux investit dans des crypto-monnaies. Ce n'est pas un investisseur, c'est un adulte sur deux. Ouais, voilà. Donc on est quand même sur une vraie évolution et on a fait des travaux. Donc là, c'est le BII, le BlackRock Investment Institute a fait beaucoup de travaux sur aujourd'hui notre préconisation dans un portefeuille. Alors c'est bien sûr pas de mettre 100% dans les crypto-assets et c'est d'expliquer que c'est super volatile. Donc ça, c'est vraiment quand même un élément absolument clé dans l'éducation auprès des investisseurs, c'est de dire vous investissez dans des bitcoins, des crypto-assets, comprenez la volatilité et comprenez le risque que vous embarquez. Maintenant, nous, dans notre préconisation, c'est de dire si on part du postulat que c'est devenu, avec l'or, des actifs de flight to quality, alors il faut en avoir à peu près 2-3% comme l'or dans un portefeuille. Quand je dis qu'on a encore une question, enfin un questionnement autour du statut même des crypto-monnaies, c'est qu'il faut que ça monte encore en maturité. Cependant, aujourd'hui, on a déjà vraiment une capacité en termes de chaîne de valeur, et c'est ce qu'on a fait aux États-Unis avec notre ETF Bitcoin, de vraiment sécuriser à la fois la capacité d'investir, mais de vérifier le passif qu'il y a dans l'ETF. Et ça, c'est vraiment un travail qui nous a pris de nombreuses années pour en arriver là. Et la semaine dernière, ce qui était intéressant, et je trouve que c'est intéressant peut-être de le partager avec vous, c'est ces grandes familles, donc qui gèrent leur propre fortune et leur patrimoine, se posent constamment la question de crise, y compris de crise si le dollar demain n'était plus la devise de réserve et qu'on arrive dans une phase de marché assez critique, complexe, volatile, avec beaucoup d'incertitudes. Vous avez les plus de 45 ans dans ces grandes familles qui vont acheter de l'or et les moins de 45 ans qui achètent du Bitcoin. Et c'est vraiment assez symbolique comme ça. C'est générationnel. Donc ça c'est pour la partie crypto et Bitcoin. L'Ethereum est également très intéressant parce que assis sur une blockchain qui nous semble la plus intéressante. Et c'est vraiment sur laquelle nous on investit beaucoup. On pense notamment que tous les sujets de tokenisation et on a commencé à tokeniser des fonds monétaires aux États-Unis et d'autres actifs sur cette blockchain-là, elle nous semble intéressante. Le comportement même de l'Ethereum n'a rien à voir avec le Bitcoin. Donc voilà, ça demande quand même à chaque fois un travail, encore une fois, de compréhension, d'éducation. Donc ça, c'était la troisième question. La première, la défense. Alors nous, BlackRock, on investit dans la défense et on n'a jamais arrêté d'investir dans la défense. Donc pour nous, c'est pas un sujet qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est les conversations que l'on peut avoir avec nos clients, notamment institutionnels en Europe, qui, je le disais, ont tous des chartes. C'est pas la réglementation qui aujourd'hui leur impose de ne pas investir dans la défense, c'est la façon dont ils ont rédigé leur charte.
Donc c'est vraiment là où on doit faire tous un travail en Europe pour que les acteurs déjà institutionnels puissent réinvestir dans le secteur de la défense. Donc c'est pas tellement un sujet réglementaire, mais plus un sujet de comment ils revoient leur charte. Et plus ils se mettent des contraintes, et plus c'est complexe à exécuter derrière. C'est vraiment ça je dirais l'enjeu aujourd'hui. J'étais dans une conférence il y a un an, en juin, où on disait on devrait requalifier l'ESG de ESSG avec le deuxième S, sécurité. Et je trouvais que c'était assez, c'était anecdotique, mais intéressant de se dire sécurité. Je pense que nous, Européens, on avait un peu oublié l'importance de la défense et de la sécurité, et que c'est aussi un acte de souveraineté que d'investir dans sa propre sécurité. Et votre deuxième question, je l'ai. Dérégulation. Dérégulation. Ouais. Du côté outre-Atlantique. Alors pour l'instant, honnêtement, c'est vraiment très très tôt. On peut difficilement dire et présager que fera Trump et son gouvernement. Ce que je trouvais d'intéressant, notamment dans ce que Philippe Hildebrand souligne, c'est que le gouvernement Trump utilise clairement le sujet des tarifs comme un outil de négociation commerciale forte, et qu'aujourd'hui, il fait moins bon être un allié des États-Unis dans cette renégociation que finalement l'ennemi juré comme la Chine. Mais pour eux, ça va être un objectif et un besoin absolument important. Donc on va arriver à une augmentation des tarifs. Les États-Unis, c'est le plus gros importateur mondial. Il faut quand même réfléchir que Trump veut changer la façon dont les États-Unis opèrent. Repenser à l'époque où les États-Unis n'étaient pas indépendants sur le plan énergétique. C'était il y a 15 ans. Le gros mouvement qu'ils ont opéré. Ils vont opérer également probablement ce genre de mouvement fort dans cette recherche de déréglementation et autres, pour réduire leur sensibilité à l'importation mondiale. La tarification, la vue de Philippe Hildebrand, c'est on va arriver quelque part aux alentours d'un 10%. Pourquoi ? Parce que tout simplement, entre les promesses que le gouvernement a faites, de notamment baisse d'impôts, et le coût de ce qui est mis en place en termes de programme, il y a à peu près entre 2 et 3 trilliards à financer, et que un 10% de hausse des tarifs, c'est à peu près ce qui va permettre donc on va arriver à ça quelque part. Et juste pour finir quand même toujours sur cette régulation, concernant strictement le secteur financier, est-ce que vous êtes plutôt satisfait de cette ambiance de dérégulation sur les marchés, ou est-ce que vous ne la demandiez pas? Est-ce que c'est finalement une bonne surprise de desserrer un certain nombre de contraintes? Comment est-ce qu'on la vit, cette dérégulation, non plus sur les tarifs ou les relations commerciales, mais vraiment sur le secteur financier? Alors, c'est encore vraiment très très tôt, puisqu'on est vraiment au balbutiement et les textes sont pas encore super précis, super clairs. Donc il va falloir attendre d'avoir des précisions sur ces sujets-là. Des réglementations, je parlais tout à l'heure quand même des 4000 banques aux États-Unis. C'est un énorme mouvement qui n'est pas nouveau de maintenant et du gouvernement Trump qui a vraiment commencé il y a plusieurs années. On a vu les impacts d'un SVB en Californie et autres. En fait, ce gros mouvement-là, aujourd'hui, c'est une énorme opportunité pour des asset managers comme BlackRock. Pourquoi ? Je le disais tout à l'heure, nous, on peut se retrouver aujourd'hui à acquérir notamment des loans de banque qui sont de belle qualité. Nous, on analyse, on passe du temps et on est spécialiste de ça, qui sont des actifs de très très belle qualité, qu'un certain nombre de banques doivent se délester, et pour nous, c'est une énorme opportunité de l'offrir à nos clients. Donc, opportunité d'investissement. Après, je dirais que le risque, c'est les incertitudes. Donc, il faut que cette phase de transformation et de changement, elle aille vite pour qu'on soit sur quelque chose de plus lisible et visible.
Madame la directrice générale, merci infiniment. Vous avez réussi à nous embarquer formidablement dans votre métier et de bien démontrer que ce n'est pas qu'un métier de tuyauterie ou d'ajustement financier, c'est un métier de réflexion, c'est un métier de recul. Et merci beaucoup pour cela et merci d'avoir insisté sur cette notion d'éducation financière qui est retenue très fréquemment dans votre propos de façon manifestement très sincère. Merci beaucoup. Merci à vous.